cette édition d'Info.tv, c'est l'édition d'Hebdo, donc 1 heure avec nous aujourd'hui, le 26 mars. Je suis en compagnie de Zoé. Bonjour! Bonjour! Zoé, c'est sa dernière émission aujourd'hui. Donc, presque 1 an, jour pour jour, tu es avec nous. Oui! On t'a aimé ton expérience? Oui, j'ai adoré mon expérience. Oui? Une super de belle première année dans ma petite carrière. Ben oui, tout à fait, un beau départ. Donc, merci beaucoup, Zoé, d'avoir été avec nous. Ben merci à vous, puis merci de m'avoir écouté à la maison. Non, là, j'ai goût de brailler, mais là, faut pas pleurer. Faut que je fasse 10 minutes de nouvelles. Ben oui, j'aurais dû faire ça à la fin, je fais pas film. Elle est pas pantoute. Ben non, on s'aime full. Fait que là, à partir de le mardi prochain, vous allez être pognés avec moi tout seul. Donc, Zoé, on va... reprenons notre sérieux. Oui. On va commencer avec les cas de la COVID. Ça recommence à aller pas bien, là. Hein? Non, ça n'a jamais été aussi mal. En ce 26 mars 2021, l'état de la situation, selon le CIS du Bas-Saint-Laurent, 41 nouveaux cas pour un total de 1777 cas. Vous voyez, j'ai de la misère à dire, c'est beaucoup, mais il y a 0 décès. Il y a 9 hospitalisations qui sont présentement en lien avec la COVID-19 qui sont en cours. 1603 personnes sont maintenant rétablies et 1634 tests de dépistage ont été réalisés la veille, soit le 25 mars 2021. Là, je rajoute des choses. 68 cas de variants détectés par criblage au Bas-Saint-Laurent et 144 cas actifs sur tout le territoire bas-laurentien. Bon, j'ai terminé. Je vais juste dire sont où les cas. Je pense que c'est vraiment important. Oui. Aujourd'hui, 7 nouveaux cas dans la MRC de Kamouraska, 27 nouveaux cas dans la MRC de Rivière-du-Loup, 5 nouveaux cas dans la MRC de Témiscouata, 1 nouveau cas dans la Matanie et 2 nouveaux cas dans la MRC de la Matapédia. Alors, on est rendu à 53 dans la MRC de la Matapédia. Donc, c'est surtout pas le temps de se relâcher et de se dire qu'on était au-dessus de nos affaires avec cette situation. Là, on recommence à avoir des cas dans la Matapédia, donc soyez prudents et respectez les consignes. Ensuite, il y a eu une conférence de presse de Sylvain Leduc, le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, aujourd'hui à 11h. Concernant le centre de services scolaires de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, le 24 mars 2021, nous avons eu le plus haut nombre de cas depuis le début de la pandémie, soit 46. 89 des cas actifs sont concentrés sur 2 territoires, soit Kamouraska et la MRC de Rivière-du-Loup. Et c'est pour ça qu'on parle seulement du centre de services scolaires de Kamouraska et Rivière-du-Loup, parce qu'à cet endroit, il y a 16 écoles sur 18 qui ont été infectées dans la dernière semaine. En 7 jours, ça s'est fait. C'est super rapide. C'est surtout des élèves et du personnel qui sont infectés. 86 personnes, dont 69 étudiants, sont touchés. Éclosion dans 6 écoles. Je parle toujours de ce secteur-là. Plus de 1000 personnes sont en isolement présentement en raison du variant COVID-19 qui vit des mutations, finalement. C'est ça, un variant. Oui. Et c'est plus contagieux, c'est plus transmissible que la COVID-19. Et les mesures doivent être rehaussées pour ce secteur. Alors, M. Leduc a décidé que l'école primaire et secondaire, les classes vont se faire virtuellement jusqu'à Pâques pour le centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Donc, pas pour nous. Mais c'est vraiment important de le dire parce que c'est à côté. Puis le variant, là, c'est vraiment, vraiment contagieux. Puis ça se transmet vraiment facilement. Ouais. Puis, ça touche plus les jeunes, on dirait. Oui, ça touche plus les jeunes. Puis même qu'on dirait que les symptômes sont plus forts. Oui. Donc, c'est surtout pas le temps de sortir de la région. Restez dans la Matapédia. On a tout ce qu'il nous faut ici. Et si vous avez des symptômes, c'est important d'aller se faire dépister. Oui. Vous présentez au moins un des symptômes suivants. Toux, fièvre, mal de gorge, essoufflement, perte de goût ou d'odorat. Faites-vous dépister. Rappel du site Internet et numéro de téléphone à l'écran. Plan de match aussi pour la vaccination contre la COVID-19? Bien, voici quelques informations importantes à savoir quand vous avez un rendez-vous et vous vous déplacez. Présentez-vous seulement 5 minutes avant l'heure de votre rendez-vous. Portez un chandail à manches courtes pour se faire vacciner plus rapidement. Si vous avez des symptômes, ne vous présentez pas à votre rendez-vous. Ayez en main votre carte d'assurance maladie. Prévoyez une durée de 30 minutes pour effectuer votre vaccination. Le vaccin contre la COVID-19, c'est gratuit, hein? C'est important de le dire. Et pour en savoir plus sur la vaccination contre la COVID-19, visitez le site à l'écran. Oui, c'est important de visiter les sources
sûr, je vais écouter. Oui. J'ai vu des situations sur les réseaux sociaux ces temps-ci, puis il faut pas croire tout ce que le monde dit en dessous des commentaires. Si vous voulez des informations qui sont justes et vraies, allez sur les sites qui sont des sources sûres. Comme le gouvernement du Québec. Et voilà. Donc, 22e édition de la semaine d'action contre le racisme. Oui, du 19 mars au 31 mars, sous le thème de comment répondre au racisme à l'ère du numérique. Lancée pour la première fois en mars 2000, la semaine d'action contre le racisme s'inscrit dans le cadre des événements annuels visant à souligner la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, célébrée le 21 mars. Le Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne propose des activités qui s'adressent à des publics variés partout au Québec. Pour en savoir plus sur les activités, consultez le site Internet en bas de l'écran www.sacr.ca. Une autre semaine thématique aussi cette semaine, la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui souligne cette année son 33e anniversaire du 21 au 27 mars est une semaine de sensibilisation provinciale ayant pour objectif de créer des rapprochements entre la population et les personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans l'espoir de bâtir une société plus inclusive. Pendant une semaine, des activités et campagnes de sensibilisation sont organisées partout au Québec. Nous vous invitons à suivre la page Facebook de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle pour en savoir plus. La députée d'Avignon, Matane Matapédia Métis, Christina Michaud, se réjouit que le gouvernement fédéral annonce qu'enfin tout le monde passera à la haute vitesse. Oui, le gouvernement fédéral annonce le transfert des pouvoirs à Québec et des sommes nécessaires au déploiement de l'Internet haute vitesse dans les régions rurales. C'est un combat que le Bloc québécois mène depuis de nombreuses années et l'annonce de lundi dernier, et en est l'aboutissement à condition que ça ne reste pas virtuel. Enfin, Ottawa changera son échéancier de branchement à Internet haute vitesse au Québec et suivra la cadence de Québec pour en assurer le déploiement dans presque l'ensemble de ces régions. Christina Michaud mentionne que l'accès à Internet haute vitesse est un besoin essentiel et une priorité universellement reconnue pour l'ensemble des familles vivant en ruralité, de même que pour les acteurs politiques et économiques de nos régions. Avec son objectif de 2022, le gouvernement du Québec avait des objectifs hautement plus ambitieux que ceux du Canada. Le gouvernement fédéral s'est enfin rendu à l'argument du Bloc québécois qui réclamait à Justin Trudeau d'arrimer son financement et ses programmes avec Québec. Donc, c'est une nouvelle que nous savons depuis lundi dernier. Et on recommence avec les vagues d'annulation d'événements qui s'en viennent tranquillement. On commence à voir ça circuler. Donc, annulation de l'Aquaneige pour une deuxième année consécutive. Du jamais vu, l'année 1987 était à ce jour la seule année où l'Aquaneige avait annulé son événement. Ça aurait été la 44e édition de l'Aquaneige cette année. Alors, vous voyez la photo à l'écran présentement. C'est une photo de l'édition de 2009. Ben, merci beaucoup, Zoé, pour ce tour de l'actualité. On s'en va à une courte pause et tout de suite après, les entrevues que tu as réalisées pour nous cette semaine. En novembre prochain, c'est les élections municipales et j'en parle avec 3 femmes élues. Au même moment, on discute de la place des femmes au sein des conseils municipaux. Bien, bonjour mesdames, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on va parler du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'élus, bien sûr, au sein des conseils municipaux. Là, on parle de la vallée de la Matapédia, mais c'est quelque chose qu'on peut voir un peu partout à travers le Québec. Je vais vous présenter tout d'abord. J'ai Sylvie Blanchette en haut à gauche, qui est conseillère du district 6 de la ville d'Amqui. Juste en bas de moi, j'ai Anne Turbide, conseillère du poste 2 de Val-Brillant. Et la dernière, et non la moindre, Geneviève Leblanc, conseillère de poste 3 de Val-Brillant. Alors, maintenant, je vais vous présenter. Bonjour. Alors, pour commencer, on va commencer avec la base. Là. Quel est le rôle d'une élue?
au sein d'un conseil municipal? Je peux peut-être prendre la parole. Bon, d'abord, on dit le rôle d'une élue, mais on sait que ce soit un ou une élue. On a tous le même rôle au niveau du conseil municipal. Bon, moi, ce que je dirais là-dedans, c'est qu'on est là d'abord pour représenter les citoyennes, les citoyens de notre municipalité. On est là pour prendre des décisions aussi, soit les orientations à adopter, atteindre les objectifs aussi, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre. Et bien sûr, on est là aussi pour résoudre des problèmes. Surtout tenter de résoudre des problèmes, c'est ce qu'on espère aussi. Et bien sûr, au niveau de l'administration, c'est de s'assurer de veiller aux intérêts d'une saine administration et de suivre aussi le budget. Fait en gros, là, je peux laisser parler aussi Geneviève et Anne, mais c'est ce qu'on peut avoir au niveau du sein du conseil, au sein du conseil. Mm-hmm. Non, je trouve que vous avez bien fait une belle description de c'est quoi notre rôle au sein du conseil. J'ai rien à ajouter à ce que vous avez dit. Parfait. Je seconde. Ah oui, Anne aussi. Bon. Première raison de penser. Ouais, je vais aller un petit peu plus loin. Là, j'ai envie de savoir, je vais tout de suite, qu'est-ce qu'une élue au sein d'un conseil municipal peut apporter à la population? Là, je parle d'une femme là, élue. Qu'est-ce que ça peut apporter? Une femme. Oui. Moi, je dirais là, qu'une femme, on n'a pas les mêmes valeurs ou pas les mêmes définitions, mais axé sur pas les mêmes choses. Donc, je pense que les femmes on a un côté qui va être peut-être plus relié à la famille, au bien-être des gens, un petit peu. Je ne dis pas que les hommes n'ont pas d'empathie, mais je pense que les femmes, c'est peut-être plus naturel d'avoir de l'empathie ou ces choses-là. Fait qu'on a un volet qui est peut-être plus humain, là, je ne sais pas si c'est le bon terme là, que je pourrais dire, là, mais des valeurs qui sont plus centrées sur peut-être le bien-être, la famille, ces choses-là. Mm-hmm. Moi, c'est comme ça que je perçois ça. Là. En dehors de ça, c'est quand même prouvé que dans les conseils d'administration, quand il y a une femme qui est en place, le conseil va augmenter, va améliorer ses performances à plein de points de vue. Fait que je pense que c'est la même chose pour un conseil municipal aussi. Là. Je pense que ça prend les deux pour être complémentaires. Ça prend de tout le monde, de tous les genres, de tous les milieux, de tous les âges. C'est ça. C'est la diversité qui fait la force. Pour bien représenter la population. Ouais. Je rajouterais juste là-dessus, justement. Oui. C'est ça, c'est que la population n'est pas faite que d'hommes ou que de femmes. On est 50-50. Donc, un conseil d'administration devrait être représenté comme la population en général. En général. Mais ça, et les femmes, c'est que, en tout cas, moi, de mon expérience aussi, c'est qu'on est habitué d'aller voir plus en profondeur. Nous, on veut vraiment prendre les bonnes décisions, je pense aussi, où on a ça en nous. Fait qu'on va analyser beaucoup plus, on va poser des questions. Et il ne faut pas oublier que le fait de poser des questions, ça réveille des choses aussi, ça va chercher des nouvelles avenues. Fait que c'est ce que la femme, en général, peut apporter de plus au niveau d'un conseil ou au niveau d'un groupe. OK. Donc, vous pensez que c'est... Parce que ma prochaine question, c'était qu'est-ce que vous pensez qu'une femme peut amener comme valeur ajoutée? Donc, au-dessus du fait qu'il faut... C'est important que le conseil soit représentatif de la population, comme on a dit un peu plus tôt, que ça ne soit pas juste homme-femme, mais aussi les différents âges et tout. Ça doit être un autre problème aussi. Il ne doit pas y avoir beaucoup de jeunes qui se présentent. Pas tant. Non, j'allais amener ce point-là aussi, justement, parce que si je regarde ça, bon, il y a la portion femme, OK, qui en tout cas, nous ici, à Amkoui, avec la mère, sur 7, on est 2 femmes. Et c'était comme ça les 2 mandats précédents aussi. Alors, oui, ça prend des femmes, mais des jeunes aussi.
Tu sais, dans le groupe d'âge, là, si je regarde, nous, bon, il y a Sarah Josée qui est un peu plus jeune, mais à part de ça, regarde, on devait topper le 60, là. Mais en réalité, ça prend des jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine. Oui, on en a besoin parce que, tu sais, on prend des décisions pour eux aussi, là. Les Oui. décisions qu'on prend, c'est pour l'avenir. Fait que ces jeunes-là, de 20 ans, 30 ans, ben, on veut savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Fait que s'ils sont pas là pour se représenter eux-mêmes, ben, on prend des décisions au mieux de notre connaissance, on va chercher des informations, mais c'est ça, c'est qu'on a besoin de savoir qu'est-ce que eux veulent. Oui, parce Oui. qu'ils vont être encore là encore plus longtemps. Donc, Mhm. faut qu'ils... Oui, puis aussi le fait de, un petit peu le changement de valeur aussi, la place de la femme, elle change, tu sais, mais elle change pourquoi? Je pense que c'est parce que l'homme, ça change aussi. L'homme, si moi je parle dans mon contexte à moi, là, pourquoi j'ai pu, je m'impliquais déjà à la base, même avant que j'aille des enfants, mais pourquoi j'ai pu continuer de toujours m'impliquer, même avec les enfants, c'est que mon conjoint a voulu a voulu me laisser, dans le fond, en étant plus dans les tâches familiales, en m'aidant plus, même si on continue de travailler, on a un rôle quand même assez gros dans la famille quand on a des enfants. Il faut que ton conjoint t'appuie et qu'il te soutienne. S'il ne le fait pas, je ne pense pas que tu peux continuer à t'impliquer autant puis à faire, bon, à élever tes enfants, à travailler, à t'impliquer socialement, puis à faire toutes ces choses-là. Fait qu'en changeant les valeurs, automatiquement, je pense que ça permet à plus je te parle de femmes qui ont des enfants et qui doivent faire les deux pôles en même temps, là, permettre de t'impliquer. Là. Je pense que si tu es tout seul et qu'il faut que tu fasses toutes les choses, je ne crois pas que tu puisses t'impliquer autant. Là. Il faut qu'il y ait un soutien pareil du conjoint, puis avec le changement des valeurs qui se fait, les hommes, c'est moins vu encore qu'il faut que ça travaille, que ça ramène des sous. Il ne faut pas que ça s'occupe des enfants, ces choses-là. Donc, en ayant ce changement un petit peu de valeur-là, ben, je pense que ça ouvre la place aux femmes à plus pouvoir s'impliquer. Là. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, Geneviève, c'est que c'est un enjeu de société qu'on a, que la femme, on part de loin, là. Avant, la femme a travaillé beaucoup moins, là, on travaille beaucoup plus, mais c'est pas juste à nous de se forcer à pousser les portes, mais c'est aussi, je pense, aux hommes de nous aider, comme ben oui, c'est sûr. Conjoint de prendre un petit peu plus de place à la maison pour les... Oui. Ben, moi, c'est ce que je pense. Là. Puis je dis que je pense ça dans mon point de vue à moi. C'est certain que quand on a plusieurs types de femmes, on a des jeunes, on a des femmes, on a des femmes qui ont des enfants, il y a des femmes qui sont en couple qui n'ont pas d'enfants, il y a des femmes qui sont retraitées. On a plusieurs catégories. Là. Mais je parle dans le cas de la mienne, qui est une maman de 2 enfants qui travaille autant l'homme que la femme. On peut plus dire... ce que je veux dire, c'est que souvent, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais souvent, la femme, quand elle arrive de travailler, sa journée, elle n'est pas finie encore. Il faut qu'elle continue. Donc, si elle n'a pas de soutien chez elle ou que son conjoint, il ne l'aide pas, son conjoint ou sa conjointe, là, ça n'a pas de... comment voulez-vous qu'elle puisse aller à des réunions, qu'elle continue, que tout le petit train-train se fasse? Donc, avec ce changement de valeur-là, je pense que... puis le soutien, je pense que ça ouvre la porte à des femmes de plus vouloir s'impliquer. Puis, tu sais, comme Madame disait tantôt, puis même Anne, c'est un équilibre. Hein? On amène les choses au point de vue d'un conseil d'administration, dans la politique ou peu importe, c'est l'équilibre. On a des forces, on a des valeurs qui sont plus féminines. Les hommes, ils l'ont aussi de leur côté. Fait que ça fait un beau balancier de tout ça, là. Je pense que ça avait vraiment été bien expliqué tantôt. Là. Puis on est vraiment dans un tournant parce qu'on parle beaucoup de les femmes, mais c'est important aussi de le mentionner. Je pense qu'il y a des hommes aussi qui sont célibataires et qui ont des enfants. Puis que aussi, tu sais, de l'autre côté, il faut prendre ça en considération aussi qu'eux ne peuvent pas tout le temps travailler. Peut-être qu'ils ont des enfants aussi à la maison, puis ils doivent... il y a des tâches ménagères et ils doivent être là pour leurs enfants. Là. C'est vraiment plaisant. Je sens qu'on est dans un début de changement là, à ce niveau-là. Là, ça fait du bien. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer, à vouloir être élu d'un conseil municipal?
Ben, je vais peut-être commencer. Moi, je ne suis pas rentrée aux dernières élections. Je suis rentrée un petit peu après. Je ne savais pas trop, je savais pas trop si j'allais me lancer. Qu'est-ce qui m'a poussée? Je crois énormément à l'engagement. Je crois à l'intelligence collective. Je crois que quand on a à cœur notre municipalité, notre village, notre milieu de vie, ben on a envie de s'impliquer, puis on a envie de l'aider à progresser ou à avancer dans le temps. Fait que c'est un peu comme ça que je me suis lancée. J'avais beaucoup de gens aussi derrière moi qui m'encourageaient, qui me disaient « Tu devrais y aller, ça sera le fun! » Puis « T'es bonne là-dedans! » Fait que c'est comme ça qu'un bon matin, à peu près à 3 heures de la fin de l'ouverture des candidatures, j'ai décidé de me lancer. Ah ouais? Ça a bien fait d'ailleurs. C'est ton premier mandat. C'est mon premier mandat, oui. OK. Hey, mais j'ai oublié de le demander. Vous, les filles, c'est votre premier mandat aussi? Moi, mon 4e. Je fais mon 4e, oui, oui. Je me suis rendu compte de ça un petit peu en faisant les recherches quand je regardais les questions. Je me rappelle, en tout cas, j'étais en séance, en réunion, conseil, puis j'avais dû me retirer. J'avais emmené ma petite, un petit peu comme Anne fait des fois, hein, on ne peut pas tout le temps. Je l'allaitais, donc je l'avais emmenée. Puis Juliane va avoir 16 ans. Donc, ça fait longtemps. Oui, oui. Oui, 4x4. Oui. Alors, ouais. moi, c'est mon premier mandat. Puis, qu'est-ce qui m'a poussée aussi à m'impliquer, c'est que, bon, moi, j'ai travaillé pour Natrel 40 ans, mais les 20 dernières années, j'étais toujours sur la route. Moi, je partais le lundi, je revenais le jeudi. Fait que j'étais pas du tout ici, pas présente. Fait que j'embarquais comme bénévole sur des organismes qui, je leur disais toujours, demandez-moi-en pas trop. Quand je suis là, je suis là. Si je suis pas là, ben, c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que je suis partie. Alors, c'est ça. Fait que j'ai pris ma retraite. Quand j'ai pris ma retraite en 2015, ben là, j'ai une de mes sœurs qui est décédée du cancer, que j'ai pu justement l'accompagner. Et ma sœur est décédée en septembre. Et c'était quelqu'un qui était déjà très, très impliqué aussi, même à Saint-Vianney et tout. Alors, j'ai comme eu l'élan, je me suis dit, ben, pourquoi pas moi? Parce que je voulais m'impliquer, faire quelque chose, me sentir utile, parce que c'est un petit peu ça, là, moi, j'ai travaillé toute ma vie, fait que là, je savais plus qu'est-ce que je vais faire. Fait que les élections sont arrivées, je me suis présentée, j'ai été élue, puis je suis très heureuse de ça. On entend beaucoup parler des gens qui s'impliquent, qui disent comment ça fait du bien, j'ai l'impression, d'aider sa communauté. Ça fait du bien, même à la limite pour la santé mentale, on dirait, la façon dont on parle. C'est vrai? Se sentir utile, hein, c'est ça, hein, s'impliquer, mais c'est le bénévolat. Et je suis sûre, tu sais, comme à peu près tout le monde, je suis sûre que quand tu commences à faire ça, c'est que tu étais déjà bénévole avant. Hein, c'était du bénévolat, c'était dire, regarde, moi, je veux aider, je veux que ça avance. Comment qu'on fait? Bien, on s'implique, ça, c'est sûr. En faisant ça, c'est comme on dirait, c'est une façon de faire qui développe d'autres choses. Là. Donc, quand tu veux l'entraide ou faire du bénévolat ou tu veux que les choses changent, il faut que tu t'impliques. C'est bon, justement, comme Anne disait, quand tu as plein de personnes, de plein de milieux différents, de plein de groupes d'âge, ben, je pense que c'est l'idéal. C'est que là, tu vas chercher des gens qui ont des tu sais, on prend on fait les choix pour les bonnes choses qu'on pense, mais dans le meilleur de nos connaissances. Mais si on a des gens qui sont vraiment dans la catégorie de personnes que le projet est ciblé, ben c'est encore mieux. Des fois, on ne voit pas tout le temps ça de la même façon. Mm-hmm. C'est vraiment un mix de tout ça. Je pense que contribuer à quelque chose, ça apporte de la fierté, peu importe dans quoi on contribue. Mm-hmm. Notre but aussi, c'est de faire avancer. Hein? Quand on prend des décisions, qu'on étudie des dossiers, on sait que c'est pour faire avancer la population, les gens. On est redevable auprès des gens. C'est ça aussi. Puis c'est valorisant, justement. Moi, j'y retrouve une belle valorisation. Est-ce qu'on vous arrête c'est vrai, pour dire
pour donner... Est-ce que les gens vous arrêtent beaucoup à l'épicerie ou peu importe pour faire part de leur mécontentement ou de nouvelles idées? Est-ce que vous êtes beaucoup... est-ce que les gens rentrent beaucoup en contact avec vous, personnellement? Les gens nous parlent des dossiers qu'ils ont à cœur, mais sans, pas nécessairement négativement ou positivement, simplement, ils nous donnent leur avis, ils nous demandent ce qu'ils veulent, ils nous en parlent, oui. Ça dépend de l'approche, comment qu'on a. Hein? Si on a une approche assez ouverte, les gens vont venir nous voir, puis même s'ils sont... moi, ça m'est arrivé, en tout cas, même s'ils étaient contre qu'est-ce qu'on avait fait ou des choses comme ça ou qu'ils n'appuyaient pas, ils nous en parlaient pareil. Je pense que souvent, là... les gens nous approchent, en tout cas moi, Anne aussi, là, je pense, quand tu es quelqu'un qui est quand même d'ouvert ou de dynamique ou quelque chose comme ça, la façon de répondre aussi, on est capable de répondre pourquoi on a pris cette décision-là correctement, sans s'en aller sur les gros chevaux et commencer à cogner sa table. Là. C'est dévolu, hein, cette façon-là de faire, mais ça s'est fait longtemps, par contre. Hein? Mais c'est ça. Non, je pense que les gens ont, en tout cas, moi, je pense qu'ici, au Conseil, ils nous approchent beaucoup. On se promène, on va à l'épicerie, on marche. Il y a beaucoup de gens qui nous interpellent pour nous féliciter aussi, c'est ça. Des fois, c'est comme un gras un peu. Hein? C'est souvent quand on a des queues ou des choses comme ça à la municipalité ou même à la ville hein, ou au Conseil à Amqui, souvent, c'est négativement. Hein? Ils n'appellent pas pour dire hey, « Mon Dieu, vous avez fait une belle job, je suis content. » Souvent, c'est le côté négatif. C'est ce qui est plate un petit peu. Mais en terminant, j'ai envie de savoir, on dirait qu'on sait c'est qui le maire. Oui, je vais te laisser aller. On sait c'est qui le maire. Des fois, j'ai l'impression que les gens, c'est pas tout le monde qui savent c'est qui les élus. Donc, je te laisse aller là-dessus, Sylvie, avec la question d'avant. Oui, je vais faire du pouce sur ce que Geneviève et Anne parlaient. C'est ça que nous, ici à Amqui, nos séances sont diffusées. OK? Justement sur la TVC. Puis, ce qui me surprend, ce qui m'a surpris puis qui me surprend encore, c'est que, bon, on n'a pas beaucoup de gens dans la salle. Moi, depuis que je suis là, il y a une fois qu'on a eu un gros groupe, là, puis c'était un cas particulier là, pour la chasse. Mais on n'a pas de gens, là, 1, 2 personnes. Puis là, depuis surtout la pandémie, là, on est Zoom. Mais c'est que quand je vais à l'épicerie, puis que les gens me disent « Ah, OK, vous avez fait une belle séance. » Mais là, on oublie, comme aujourd'hui, on oublie qu'on est filmé. On oublie que les gens nous regardent, nous, à la TVC. Et c'est ça, c'est... Encore dernièrement, puis tu vois encore là pour dire, il y a un monsieur qui me disait « Ah oui, regarde, Sylvie, je t'ai vu, là, puis toi, là, t'as dit pourquoi ou t'es pas d'accord, mais tu le dis pourquoi, puis ça, c'est correct, là, tu le dis. » Fait que c'est ça. Tu sais, faut être sincère avec les gens, puis des fois, ça passe pas tout le temps, mais je pense les gens apprécient quand on est sincère, vraiment. Mais c'est comme un peu de la télé-réalité, je trouve. C'est que vous venez naturel, donc on voit votre vraie personnalité, mais ça a du bon aussi parce que le monde voit, OK, c'est ça qu'elle fait, elle, au sein de notre conseil municipal. Donc, on va terminer la première séance tout de suite, puis on va continuer la semaine prochaine, vendredi prochain. Puis là, je voudrais vraiment qu'on aille plus sur la place de la femme au sein d'un conseil municipal. Merci. Merci. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. Au Bas-Saint-Laurent, on fait partie des gens qui utilisent le plus le plastique agricole. J'en parle avec la directrice de Coeco de l'Apocatière. Madame Morneau, Coeco est une organisation basée à l'Apocatière qui offre quoi? Elle offre vraiment le service en gestion des matières résiduelles. Alors, quand on parle de gestion des matières résiduelles, ça touche... une belle image, là, les 3 bacs.
Alors, on parle de déchets, on parle de recyclage et on parle de matières organiques. Ça touche aussi la planification des gestions des matières résiduelles, ce qui veut dire qu'on travaille beaucoup avec les MRC et les municipalités pour qu'on, quand on dit planification, alors on planifie pour eux des mesures à chaque année. C'est des mesures d'une durée de 5 ans, des mesures pour qu'ils puissent atteindre leur objectif, afin d'avoir les compensations gouvernementales. Alors, c'est vraiment le rôle que nous faisons depuis plus de 25 ans. On a fêté notre 25e anniversaire COECO l'an passé. Alors, on est COECO, ça veut dire quoi? Collectivité écologique du Bas-Saint-Laurent. Et l'abréviation, bien sûr, c'est COECO. Alors, ça fait 25 ans que c'est en fonction. 25 ans. Puis comment c'est arrivé en fonction? C'est que c'est le maire de Sainte-Anne de Ville de la Pocatière qui, à un moment donné, trouvait que cette gestion des matières résiduelles-là était peu respectée par les citoyens. Alors, c'est lui qui a décidé de mettre en force le recyclage dans la Ville de la Pocatière. Et tranquillement, toutes les autres municipalités ont suivi vers l'est du Québec. Et même l'ouest du Québec, parce qu'on faisait aussi la Côte-du-Sud dans le temps. Alors, COECO a commencé avec le recyclage. COECO a commencé aussi avec la formation d'un écocentre. Alors, le maire du temps, M. Théberge, qui est décédé malheureusement l'an passé, M. Théberge avait créé un petit écocentre, alors 2 conteneurs qui accueillaient évidemment toutes les matières recyclées et les matières vertes, ce qu'on appelle le foin, tout ce qui peut faire du compostage. Alors, tranquillement, COECO a pris de l'ampleur. Il a engagé des professionnels en compostage, en éducation relative en environnement, et on a développé, bien sûr, un service conseil en gestion des matières. C'est pas sexy, hein? Pendant 25 ans, cette gestion des matières résiduelles-là n'était pas très, très sexy dans la tête des gens, mais avec le changement climatique, je vous dirais qu'on devient très, très à la mode. Oh, oui, on n'arrête pas d'en parler. Et justement, on tenait à vous passer en entrevue aujourd'hui parce qu'une étude est sortie en 2019 de Recyc Québec qui a révélé que le Bas-Saint-Laurent figure au 3e rang des régions les plus utilisatrices de plastique agricole. Tout d'abord, j'aimerais savoir, c'est quoi, juste pour que tout le monde comprenne bien, c'est quoi du plastique agricole? Bon, regarde, à chaque fin de juin, c'est la récolte du foin. Et là, il y a plusieurs producteurs agricoles au Bas-Saint-Laurent que, par rapport au foin d'ensilage, vont enrober leur foin, leur balle de foin, pour avoir une qualité de nourriture aux animaux. Alors, autant au niveau du bovin, au niveau des vaches laitières, etc. Alors, même au niveau de l'ovin. Alors, les producteurs agricoles, c'est des choix économiques. Puis, il n'y a pas juste le petit plastique qui enroule ces balles de foin-là. Il y a tout aussi les sacs où on retrouve l'engrais, où on retrouve aussi les graines de semences. Il y a aussi des contenants de plastique qui accueillent différents savons dans les fermes au niveau laitière. Alors, ça comprend tout ça. Quand on parle de plastique agricole, il ne faut pas s'arrêter seulement au plastique pour enrober les balles de foin. Non, pas du tout. Alors, mais effectivement, il y a un volume que l'on voit et souvent, le producteur agricole, il est pointé du doigt par rapport au plastique qui se sert pour enrober la balle de foin. Mais c'est pas juste ça. Excusez-moi, j'avais oublié de fermer mon cellulaire. Mais nous, mais la problématique est vraiment par rapport à l'enrobage des cultures agricoles qu'on retrouve au bassin. Notre région consomme 1265 tonnes par année de ce plastique. Pourquoi c'est notre région qui en consomme beaucoup plus? On est quand même au 3e rang. Oui, c'est un choix économique. D'accord? C'est un choix économique que les producteurs agricoles, mais il faut faire attention, ce n'est pas juste le producteur laitier. Là. Le 1200, c'est une évaluation qui a été faite par Recyc Québec, mais ça comprend aussi le plastique acéricole. Alors, juste vous donner un exemple,
à Saint-Athanas, qui est une municipalité dans le Bas-Saint-Laurent, dans la MRC du Témiscouata, mais à Saint-Athanas, on retrouve des érablières à plus de 200 entailles. 200 000 entailles, excusez-moi. C'est quand même beaucoup de tubulures qu'on retrouve dans ces érablières-là. Dans la Matanie, dans Rimouski, dans la Matébédia, on retrouve des érablières où il y a plus de 100 000 entailles. Imaginez-vous que des petits tubes bleus, blancs, noirs, ben, ça fait un volume de plastique qui est important. Toutefois, il faut pas s'arrêter en disant mais qu'est-ce qu'on fait avec ce plastique-là? Il y a actuellement beaucoup d'initiatives qui sont faites par des entreprises qui recyclent le plastique. Selon nous, par rapport au comité, l'évaluation de 1200 tonnes était quand même assez élevée, puis on voulait savoir où ce gisement-là allait. Est-ce qu'il allait tous dans les centres de tri ou bien certains producteurs le brûlent ou l'enfouissent directement en terre, ou ce plastique-là s'en allait directement dans nos sites d'enfouissement. Et on n'a pas tant de sites d'enfouissement dans le Bas-Saint-Laurent, puis on espère de ne pas ajouter de sites d'enfouissement à déchets. C'est toutes les réflexions qu'il faut penser. Alors, c'est pour ça qu'on s'est dit, moi, je m'étais engagée auprès de vous, auprès des journalistes, auprès des médias, avec le président de la Fédération du Bas-Saint-Laurent, en disant, écoutez, je comprends l'inquiétude des citoyens, sauf permettez-nous de former un comité, parce que je ne me sentais pas apte, Coeco ne se sentait pas apte à faire tout et à prendre l'ensemble de la responsabilité. Alors, on a formé un comité avec des professionnels qui connaissent ces matières-là. Alors, il y a des agronomes, il y a des responsables de sites d'enfouissement, il y a des responsables de centres de tri qui est avec nous, il y a des producteurs agricoles, puis il y a des agronomes, puis il y a des responsables aussi en agro-environnement. Alors, au départ, on avait un comité de 40 personnes et on l'a diminué parce que c'est beaucoup trop, là, 40 personnes. Autant les universitaires, les cégeps et les CCPT étaient présents. Alors, on l'a diminué à 10 personnes pour pouvoir trouver des moyens financiers aussi à se donner pour qu'on puisse voir où était le gisement. Et après le gisement, et c'est le sondage, on a décidé d'envoyer 1500 formulaires de sondage. Et je vous annonce, à l'heure qu'on se parle, qu'on a plus de 30 %. Ça fait une semaine aujourd'hui que le sondage est envoyé, puis on a plus de 30 % de producteurs qui ont répondu à notre demande. Alors, on est fiers de ça. Notre objectif, c'était d'atteindre 500 producteurs, puis je pense qu'on va l'atteindre, puis on va probablement atteindre plus. Mais ce sondage-là, qu'est-ce que vous demandez? Ben, on demande quel genre de plastique ils se servent à la ferme. OK. Est-ce qu'ils prennent aussi, est-ce que c'est des bâches qu'ils prennent? Est-ce que leur récolte de foin se fait avec le plastique qui entoure le plastique souple? Ou bien ils ont des enclos pour accueillir le foin? Et c'est des grosses bâches. Là. Souvenez-vous, quand vous êtes sur le bord du chemin, près d'une ferme, on voit des grands enclos avec des grosses toiles de plastique, il y a des pneus là-dessus. Là. Alors ça, c'est un moyen aussi pour faire de l'ensilage au niveau du foin. Quelle sorte de chaudière qu'ils accueillent? Comment aussi ils recyclent leur plastique? Est-ce qu'ils les envoient directement dans un centre de tri? Est-ce que c'est le camion de collecte? Les mêmes camions qui viennent chercher notre recyclage chez nous ou chez les citoyens, est-ce que c'est eux qui vont mener dans les centres de tri leur plastique? Alors, on n'avait pas l'ensemble du portrait et c'est pour ça qu'on fait le sondage. Mais ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus, que vous essayez de conscientiser, par exemple, la région du Bas-Saint-Laurent? Est-ce que OK, ça fait plusieurs années. Ça fait plusieurs années. On avait trouvé, malheureusement, des façons de faire, mais très à court terme. Alors, on avait demandé aux producteurs agricoles de couper leur plastique souple d'enrobage à un pied et demi et de le secouer, de le mettre dans des sacs, puis de le remettre dans le bac à recyclage. Plusieurs producteurs ont fait ça, sauf que le plastique était tellement contaminé parce qu'il ne le secouait pas correctement. C'est pas tout le monde qui le faisait correctement, mais c'était une majorité. Et puis il y a certaines municipalités qui avaient décidé de ne plus ramasser ces plastiques agricoles-là, étant donné qu'ils ne savaient pas où le mettre. Où les centres de tri se retrouvaient avec le plastique, puis il n'y avait plus d'endroit à le remiser parce que, souvenez-vous,
que Madame Zoé, il y a 2 ans, il y a eu une difficulté. Nous, on exportait beaucoup notre plastique agricole en Afrique, en Chine, et du jour au lendemain, les pays ne le prenaient plus. Alors, on a accumulé, mais on a arrêté de faire on n'a pas été plus loin. Bon, on l'accumule, on fait quoi? Alors là, on s'est dit, ça suffit de faire quoi, là? On va tous se réunir ensemble et on va trouver des solutions à long terme. C'est ça qu'on est en train de faire. OK. Donc, la différence, c'est que présentement, vous êtes toutes réunies puis vous essayez de trouver vraiment des solutions concrètes. Puis le sondage, c'est pour aller un peu voir... Pour connaître la qualité. C'est pour connaître le plastique dans chacune des fermes du Bas-Saint-Laurent. Puis il faut se souvenir qu'au Bas-Saint-Laurent, ce n'est pas que 2 MRC, c'est 8 MRC. Oui. Alors, puis la culture n'est pas toute pareille dans d'une MRC à l'autre. Vous allez pouvoir voir aussi selon quelle région, là, dans le Bas-Saint-Laurent, il y en a encore plus de besoins. Et voilà, oui, autant. Puis on va connaître aussi, est-ce que c'est la MRC de Kamouraska ou la MRC de Métis-Matapédia qui enrobe plus leur balle de poing? Oui. Ça, écoutez, on le savait un peu, mais on ne savait pas à quel pourcentage. Mais vous voulez vous asseoir aussi avec les élus? Oui, tout à fait. C'est ça, c'est la deuxième partie de nos objectifs. C'est de dire, bon, par rapport, voici le gisement des plastiques agricoles dans tout le Bas-Saint-Laurent. Et maintenant, il va falloir aller travailler avec les MRC et les municipalités en leur disant, est-ce qu'on va faire une collecte identique dans chacune des MRC? Est-ce que c'est réaliste de faire ça? Et encore là, c'est pas Coeco qui a la solution. C'est des organisations qui ont déjà fait ça. Puis d'ailleurs, en passant, puis je vous informe, Agri-Récup, qui est une organisation internationale, qui est pan-canadienne, est en arrière de nous. Ils vont entrer en jeu suite au sondage pour nous accompagner en disant de quelle façon qu'on va le ramasser. Est-ce qu'on va ramasser ce plastique agricole-là dans des poches ou bien les producteurs vont compresser avec une presse? Très pratique pour eux, que chacun des producteurs vont avoir, ou bien on va la partager dans le principe du CUBA au niveau de l'agriculture. C'est tout ça qu'on est en train de faire. OK. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen ou citoyenne? Bien, je pense qu'il faut être très sensible. Il faut se sensibiliser à la difficulté qu'on a au niveau du plastique souple. Le plastique d'enrobage agricole qui paraît un volume très élevé en tant que citoyen, mais imaginez-vous combien de petits sacs de plastique souple que l'on prend juste pour mettre les fruits lorsqu'on va faire l'épicerie. Oui. Bon, alors, ce volume-là fait partie. C'est sûr que nous, on s'est attardé au plastique agricole parce que le rapport était vraiment strictement réservé pour le plastique agricole. Mais moi, chez Coeco, c'est plus que le plastique agricole. Parce que quand je m'en vais dans des sites d'enfouissement ou je m'en vais dans les écocentres, puis que je vois des plastiques de fruits ou de compagnies d'épicerie, etc., traîner un peu partout, je suis convaincue que le volume en tonnage est plus élevé par rapport au plastique que le citoyen du Bas-Saint-Laurent se sert. Et Métis, dans la MRC de Métis, ils sont bannis le plastique. Ah, oui. Oui, vous la devriez... non, pas encore. Je pense que les deux, mais de mémoire, c'est... Oui, mais... De mémoire, je pense que ça a commencé avec la MRC de la Métis. Puis je pense que la MRC de la Matapédia a suivi. Mais la meilleure personne ressource qui pourrait discuter avec vous, c'est Vincent Dufour. C'est Vincent Dufour, justement, qui représente la Métis et la Matapédia. Donc, et donc, Vincent. Puis Vincent fait partie du comité chez nous. Oui, donc je ne serais pas surprise que la Matapédia est incluse aussi, là. Ben, tout à fait, c'est la régie intermunicipale. Mais oui, effectivement. Bon, bien, merci beaucoup, Mme Morneau. Ça me fait plaisir. C'est très nécessaire ce que vous faites. Merci beaucoup d'être là. Ben, merci beaucoup. Puis si vous avez besoin, n'hésitez pas à appeler nous. Au plaisir. Au plaisir. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube.
En ces temps de pandémie, la Bibliothèque du Lac-aux-Saumons a vraiment eu une belle initiative et j'en parle avec la responsable Caroline Petit. Caroline, vous avez eu la brillante idée à la Bibliothèque du Lac-aux-Saumons de desservir en livres des résidences pour aînés du Lac-aux-Saumons. D'où vient cette idée? Bien, l'idée originale vient d'une de mes bénévoles qui m'a interpellée parce qu'elle était intéressée à avoir un petit véhicule pour aller desservir des gens qui ne pouvaient pas sortir de la maison. Et là, c'est sûr, c'est comme un gros enjeu pareil que d'avoir un petit véhicule pour une petite municipalité, l'entretien, tout ça. Donc, on s'est dit, on va commencer par regarder où est-ce qu'il pourrait y avoir des besoins particuliers. Alors, j'ai pris contact avec les servantes reines du clergé qui ont une résidence. Dans le fond, il y a des religieuses qui habitent encore là, mais il y a aussi une section privée puis une section ressources intermédiaires. Alors là, j'ai tenté le terrain, puis finalement, oui, il y avait de l'intérêt. Alors, préparé un bac de livres qu'on a livré là. Et j'ai fait la même chose avec la résidence Marianne Ouellette. J'ai contacté, il y a une technicienne en éducation spécialisée. Alors là, j'ai vérifié les besoins. On a eu une belle discussion avec plein de projets aussi là, par rapport à ce qu'on pouvait faire par la suite. Alors, j'ai livré aussi un bac de livres là, puis on va s'assurer de faire une rotation régulière. À peu près aux 6 à 8 semaines. Fait qu'on va faire comme un petit réseau biblio, finalement, là, avec les livres qu'on a ici, puis on va desservir les ressources. Cette idée, est-ce qu'elle a un lien avec la pandémie? Parce qu'on parle beaucoup de la solitude que les aînés vivent, que tout le monde vit, mais oui, surtout eux, pendant ce temps-là, là, surtout dans leur résidence. Est-ce que ça a un lien? Bien, je dirais que oui. En fait, je regrette de ne pas avoir eu cette idée-là avant, parce que même pendant la première vague, on entendait beaucoup parler de l'isolement, de la solitude, du manque d'activité que les gens pouvaient faire parce qu'ils étaient confinés à la maison ou dans les ressources privées. Je ne vous cacherai pas qu'il y a des enjeux quand même importants parce qu'il y a été un moment donné que les gens étaient quand même confinés, pas juste dans la ressource, mais quasiment aussi dans leur chambre. Donc, ils pouvaient juste sortir pour dîner avec des rotations et tout ça. Fait que il y a eu, c'est sûr que le réseau de la santé a quand même développé des pochettes d'activités et tout ça là, qui a été remise. Et puis, mais tu sais, je me dis, si on avait pu penser à livrer les livres avant, je pense qu'on aurait pu maintenir un intérêt de ce côté-là. Mais il n'est jamais trop tard. Vraiment. Puis la pandémie, ça a eu, de base, c'est beaucoup, il y a eu des répercussions vraiment négatives. Oui. Mais on a pu voir aussi à travers cette année-là des initiatives très positives et la vôtre, c'en est une, là, vraiment. Puis la lecture, ça permet de vraiment faire travailler le cerveau, j'imagine, aussi, de ces personnes-là. Oui. Parce qu'à cet âge-là, puis aussi dans une résidence, sont vraiment moins stimulés. Oui, ça dépend toujours des visites qu'ils peuvent avoir ou tout ça. Mais en ces temps de pandémie, il y a moins de visites. Oui, il y a moins de visites. Il y a des ressources qui sont quand même proactives sur ce qui est possible de faire. Là, je sais qu'il y a des ressources qui ont acheté des revues, se sont abonnés à des revues pour justement stimuler les gens à continuer à lire ou les journaux aussi, là, faire des mots cachés, des mots croisés. Fait que ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes pour maintenir les capacités cognitives. Mais la lecture, oui, ça stimule, c'est vraiment stimulant au niveau du cerveau, peu importe, là, que même si on n'est plus capable de lire des fois avec des atteintes cognitives, ça rend difficile la lecture. Mais les images, ça va chercher des souvenirs, c'est les sens, fait que ça peut être utilisé de cette façon-là aussi. Ça l'aide beaucoup au niveau de la mémoire aussi. Je sais qu'avec la maladie de l'Alzheimer, ils disent beaucoup de lire pour faire reculer le plus possible cette maladie-là. Là, il va y avoir un lancement. Là, ils vont installer une petite bibliothèque au CHSLD du Lac-aux-Saumons, puis il va y avoir un lancement dans les prochains jours. Oui, ça serait supposé être d'ici la semaine prochaine. En fait, c'est Cindy Léveille, qui est technicienne en éducation spécialisée, qui a vraiment, je dirais, qui se met à applaudir l'idée parce qu'elle avait déjà ce désir-là que de faire une petite bibliothèque, de rendre accessible des livres, finalement, aux résidents de la résidence Marianne Ouellette. Fait que quand je lui ai offert ça, je pense que ça venait juste donner le petit push là, pour dire « OK, on starte quelque chose ». Fait que c'est ça, ce matin, je regardais avec elle où ça en était rendu, là, puis d'ici la semaine prochaine, elle voulait voir un petit peu comment elle allait pouvoir organiser ça, mais les livres vont être accessibles aux résidents. OK. Puis là, ça va être un projet à long terme, là. Toi, tu vas venir faire... Oui, moi, je vais bonifier, puis je vais en laisser toujours comme de base, là, pour que on va renouveler. Des fois, il y en a des livres qui vont avoir moins d'intérêt, on va les ramener, puis on va vraiment faire une rotation. J'ai le réseau Biblio aussi, là, du Bas-Saint-Laurent, que j'ai interpellé, moi, pour avoir des livres audio, parce qu'il y a des gens qui, vraiment, au niveau de la vision, c'est difficile. Fait que audio, on peut y aller avec ça.
On a aussi des livres à gros caractères, donc plus faciles à lire. Et puis, on a aussi des ressources numériques, là. Donc, ça, j'ai déjà tout transféré l'information. Il y a des gens qui sont quand même capables de lire sur des tablettes. Fait que ça aussi, c'est une alternative là, qu'on peut avoir avec le réseau Biblio. C'est des belles ressources. On parle que les aînés ont moins de visites ces temps-ci à cause de la pandémie. Ça peut apporter de l'isolement. La lecture, ça doit aider aussi à ce niveau-là, de se faire raconter des histoires, de s'accrocher, de développer comme un lien avec les personnages du livre. Oui, bien, je sais pas comment c'est vécu par tout le monde, mais moi, je suis une grande lectrice, puis c'est ce que j'aime. Ça permet de décrocher, puis je veux dire, quand on est dans un livre, on rencontre des gens, on se fait une idée, où on dit c'est stimulant. Là, j'ai l'impression qu'il y a plein de zones du cerveau qui doivent allumer pendant qu'on lit. Fait que, je pense que ceux qui ont vraiment de l'intérêt à lire des romans, c'est un peu ce qu'ils vont aller chercher aussi, d'avoir l'impression d'être en contact avec des gens, de visiter aussi. Ça nous permet d'aller voir des contrées lointaines, mais tout en restant assis dans notre chaise. Là. Donc, Tu me disais que tu penses peut-être aller plus loin. Là, c'est desservir les résidences pour aînés. Mais tu me disais que tu aimerais peut-être plus On est habitué que les gens viennent à la bibliothèque. Tu aimerais peut-être davantage te déplacer à d'autres endroits? Oui, bien en fait, au niveau des livres, en tout cas, on va voir selon le contexte de la pandémie aussi ce qui serait possible de faire. Mais moi, j'aimerais sortir un petit peu la bibliothèque des murs de la biblio pour aller chercher les gens. T'sais, on veut vraiment habituer les gens à toujours utiliser les livres quand même papier. Pour moi, c'est important aussi que les enfants soient habitués de manipuler des livres. La lecture, c'est important. Puis on le voit avec les technologies aujourd'hui, le français, il cope un petit peu, là. Donc, je m'imagine très bien aller m'installer un samedi après-midi, par exemple, au parc avec la boîte du camion, là, plein de livres, puis dire, ben, tu sais, venez voir ce qu'on a, puis faire des prêts à partir de là. Mais comme je dis, on verra ce qu'on peut, est-ce que les gens pourront toucher, partager, c'est... Oui, c'est peut-être plus un projet après, post-pandémie. Oui, post-pandémie ou dépendamment de la zone. En tout cas, on va voir, là. Mais ça, c'est des idées parce qu'en même temps, je me dis, on va les chercher à l'extérieur, mais après ça les ramène à l'intérieur aussi parce qu'ils vont découvrir la bibliothèque, les activités qu'on a et tout ça, là. On n'arrête pas. Et la lecture, c'est que des points positifs que ça apporte, là. Ça fait travailler le mental, etc. Ben, merci beaucoup, Caroline. Je trouve vraiment que vous n'avez pas arrêté. Je sais que vous, toi et ton équipe, vous n'avez pas arrêté durant la pandémie. Il y a eu différents ateliers. Puis, qu'est-ce que vous faites présentement avec les résidences pour aînés de les desservir en livres? C'est une très bonne idée. Donc, on lance l'appel aux autres municipalités si jamais vous voulez faire pareil. Merci, Caroline. Ça fait plaisir. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Yvonne Beaupré. Puis moi, je suis allée me promener à Saint-Vianney. Puis j'ai vu ce beau bébé-là. Hey, j'ai dit, je le prendrais, moi, cet enfant-là. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Avec du recul, là, de quoi on se mêlait? Hier, on s'est déplacé à l'ouverture de la nouvelle boutique de microbrasserie, La Baraque à bière. La Baraque à bière, ça vient de Rimouski. D'où vient l'idée d'en créer un dans la Matapédia? C'est suite à l'ouverture de Rimouski, il y avait énormément de demandes des gens de la vallée. Quand ils venaient au magasin, ils posaient la question à quand une ouverture à Amqui. Donc, tranquillement, pas vite, on a commencé à regarder les locaux. Et là, c'est fait une rencontre avec Joël. Fait que le projet a commencé à partir de ce moment-là. Et pensez-vous en ouvrir d'autres ailleurs? Le Matane est prévu dans un mois et demi. Lévis est prévu au mois de juin. Puis, on a officiellement vendu une franchise que je ne peux pas dire encore où. Donc, il va y avoir une ouverture aussi, mais pas dans la région de l'Est d'ici. Ça va être plus loin. Wow, OK, fait que ça fonctionne vraiment. Donc, il semblerait qu'il y a à peu près 800 sortes de bières. Ça varie toujours à ça. Ici, il n'y a peut-être pas ça nécessairement, mais c'est proche de ça. Mais c'est tout le temps la microbrasserie, c'est toujours des nouveautés. Toujours un cycle de bières. Il y en a qui ne reviennent pas, il y en a qui reviennent 2 fois par année, il y en a qui reviennent 4 fois par année. Donc, c'est vraiment axé sur une place découverte. Les gens vont voir des bières qu'ils voient à nulle part. Notre réseau de fournisseurs est tellement gros et qu'on a créé des contacts avec les gens de la microbrasserie. Donc, c'est vraiment une place découverte. Il y a des bières québécoises, mais aussi d'ailleurs, de d'autres pays.
Majoritairement, c'est québécois à 95 % je dirais. Il y a un petit peu d'Ontario et il y a des maritimes, quelques microbrasseries des maritimes qui sont excellentes. Est-ce qu'on peut trouver aussi de la boisson forte? Non, c'est des produits qu'on retrouve à SAQ. Nous, dans les produits de gin, on a du sans-alcool, mais on n'a pas de... On a des vins sans alcool, gin. On a un coin mixologie qui est vraiment trippant, qu'on a monté. Mais il n'y a pas il y a juste de la bière. Mais maintenant, il y a de la bière à 12 % là. Si on veut que ça tape autant. Je vois que vous ne vendez pas juste de la bière, il y a aussi des petits produits pour accompagner, finalement, j'imagine, qui est bon à déguster avec une bière. Oui, on a des produits du terroir. Ça, c'est une grande fierté pour nous parce que tous les produits viennent du Québec et une grande majorité du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Que ce soit le jerky qui est fait à Montréal, qui c'est rare. Nos nachos, c'est un artisan de Montréal qui fait ça. Ça vient pas de... C'est pas américain, tu sais, c'est vraiment un produit fait pratiquement à la main. Fait que ça, nos nachos... Nos plus gros vendeurs alimentaires, c'est nos nachos, nos différentes salsas. Et l'été, bien sûr, nos saucisses qui fonctionnent vraiment bien. En ces temps de pandémie, ça va être ouvert quand même 7 jours sur 7. Quel est l'horaire? C'est ouvert 5 jours sur 7. OK. À l'été, on va passer à 6 jours sur 7. Puis, j'imagine que vous ouvrez à 11 h comme la SAQ, puisque c'est de l'alcool. Oui, 11 h la semaine, puis 10 h la fin de semaine. Parfait. Bon, bien, merci beaucoup pour l'entrevue. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Zoé, encore une fois, tu nous quittes vers de nouveaux projets. On ne sait pas encore vers où tu t'en vas. Mais où tu vas, Zoé? Surprise! Peut-être Zoé dans un écran près de chez vous. Ben oui! Hey, mais merci beaucoup de m'avoir écouté sérieusement, puis merci beaucoup aussi à l'équipe de la TVC de la Matapédia de m'avoir accepté dans leur équipe durant cette année. Et cette année assez rocambolesque, on va se dire. C'était toute une année pour commencer dans le milieu. Ouais, vraiment. Je pense pas en revivre une autre comme ça. En tout cas, du moins, on l'espère, mais merci beaucoup. Bien, merci à toi, Zoé. On te souhaite bonne chance dans tes projets futurs. Tu reviendras nous voir quand tu passeras dans la Matapédia. Certainement. Je suis une matapédienne avant tout. Oui, le sang matapédien dans ses veines. Effectivement. Merci, Zoé. Bonne fin de semaine. À vous aussi. Et bonne fin de semaine à vous aussi à la maison. On se retrouve dès mardi avec moi toute seule et probablement plein d'autres nouvelles affaires dans l'émission parce que Zoé sera plus là. Donc c'est moi qui vais faire les nouvelles. Et en attendant, je vous invite à vous partir des gageures en famille pour savoir quand est-ce que le lac Matapédia va caler. C'est sur le bord, mais quand calera-t-il? Sur ce, bon week-end, on se retrouve mardi.